Les portes à trois états. Qu'est-ce qu'une porte à trois états? Ben, c'est simple. Ça a trois états. 0, 1, puis déconnecté. Donc, le troisième état, c'est ce qu'on appelle la haute impédance. Donc, c'est tout simplement qu'on a... euh, comment on pourrait dire ça? On a une façon de faire pour se déconnecter du circuit. Je vais aller au tableau pour vous montrer ce que ça veut dire. Donc, une porte à trois états, ça sert en fait à se... Ben, mettons qu'on a un circuit comme ça, on a un chip qui a une broche, puis on a deux autres chips qui sont branchés sur la même broche. Vous savez que c'est pas possible de faire ça si on n'est pas capable de déconnecter. Il y a toujours un seul fil qui doit partir et s'en aller à un autre. Je peux pas avoir deux sources, par exemple. Je pourrais pas avoir lui qui communique avec lui en même temps que lui sur le même fil. C'est impossible. Ça va causer des problèmes d'électronique. Donc, pour être capable de faire ça, parce que vous savez que vous utilisez ça tous les jours sans le savoir, à chaque fois que vous accédez à de la mémoire, c'est ça que vous avez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez ici un système avec une gâchette. On appelle ça une porte à trois étoiles. En fait, si vous regardez ici, ça ressemble à un ampli-up, un suiveur. C'est un suiveur s'il est actif, sinon il est inactif. Donc la gâchette vous permet de l'activer ou le désactiver. Ce qu'en fait, ce que c'est là, c'est comme si j'avais ici un MOSFET qui est contrôlé par ça ici. Donc c'est un suiveur si je l'active, puis si je le désactive, le MOSFET coupe le circuit, je mets une haute impédance. OK? Donc, ça permet de couper le circuit. C'est comme une switch. Je le passe ou je le passe pas. OK? Et ça permet d'avoir... Je peux avoir la même chose ici. Puis, à côté de ça, je peux avoir dans l'autre sens. Donc, je peux envoyer d'un sens ou dans l'autre. Hein, ça vous dit quelque chose? Lire et écrire. Une mémoire. Une mémoire, on peut lire, on peut envoyer des données puis en recevoir du même fil. Ça passe par les mêmes fils, les datas. Donc, c'est exactement ça qu'on a comme connexion. Mais ça nous prend des three-state buffers qu'on appelle en anglais. Three-state buffer, c'est une porte à trois états. Ou un three-state, trois états. Buffer pour une... Un buffer, là, faites attention, c'est utilisé à plein de sauces, là, le mot buffer. C'est un suiveur à trois états. Une porte en trois états. En français, on appelle ça une porte à trois états. Okay. Donc, et ici, même chose, pouc, 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 avec une gâchette, puis je vais avoir dans l'autre sens un suiveur. Je peux toujours lire l'état d'un fil, pas de problème, parce que ici, si c'est un suiveur, j'ai une haute impédance en entrée. Vous avez plus ou moins vu les ampli-up, mais ça va venir. Donc, un ampli-up, je peux toujours brancher ça sur un fil, comme vous branchez un voltmètre dans le circuit sans modifier le circuit. Hein. Vous prenez votre voltmètre, on lit une tension. On la lit. Pourtant, elle lit un petit courant, mais il est tellement faible qu'il n'influence pas le circuit. Même chose ici. Il y a un courant qui vient ici, mais c'est une autre impédance, une grande résistance. Donc, j'ai un petit courant faible. Donc, je peux toujours lire ma tension. Puis, comme c'est une tension numérique, c'est de 0 à 1, donc c'est 0 ou 3,3 volts. OK? Donc, ça va rester 3,3 tant que je ne change pas le niveau, pas de problème. OK? Par contre, si je viens écrire, imaginez que ces deux-là s'en viennent écrire sur le circuit. Là, il y a un problème parce qu'il va y avoir une surcharge sur lui. OK? Parce que j'envoie... imaginez si lui, je le mets à 3,3 volts, ou à, si vous préférez, un logique, puis que lui, je le force à 0, en même temps, court-circuit, ça chie.
Ça marche pas. OK? Donc, c'est à ça que ça sert le plus. C'est pas la seule chose, mais c'est une chose qui sert beaucoup. Je reviens ici. Donc, le comportement de la table de vérité de ça ressemble à ça. Donc, si j'ai la gâchette qu'on appelle, ou le enable, si le enable est à 0, la sortie est en haute impédance. On l'écrit Z. Donc, Z, ça veut dire haute impédance. Et si le enable est à 1, ben là, la sortie va être directement ce qui est en entrée. Donc, si j'ai 0, je sors 0. Si j'ai 1, je sors 1. OK? On peut le réécrire ici. J'aurais pu écrire que l'output est égal à l'input. Donc, je peux mettre une égalité, une assignation directe. OK? Ici, ben, ça ici, c'est un exemple de circuit sur un petit PIC, un microcontrôleur. C'est directement une broche de sortie. Le PIC 10F222, c'est le plus petit microcontrôleur qu'on a en ce moment au département, qui a 8 pins. Non, on en a. Ben oui, le plus petit parce que à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Mais, si vous regardez ici, à la sortie, je peux soit sortir directement cette broche-là, puis je peux aussi venir lire avec une haute impédance que je viens brancher là-dessus. Donc, je peux prendre le signal puis l'envoyer ici. Puis, il n'y a pas de problème. J'ai quand même une donnée qui peut provenir de l'autre bord. On ne voit pas l'autre circuit. Mais ici, j'ai quand même une possibilité de couper le circuit ici avec mon tree state buffer. OK. Comment ça se passe en VHDL pour faire ça? Alors, regardez bien. On a un data I, puis un data out, puis un data IO. Là, faites attention, je vais aller vous dessiner ça. Ah, moi, je l'ai déjà, le dessin? Non. Je vais aller vous dessiner ça après au tableau pour vous expliquer qu'est-ce que c'est ce bidule-là que vous voyez en ce moment. Ce bidule que vous voyez là, c'est un bloc. Il y en a un qui va être branché en sortie vers l'extérieur du FPGA, par exemple. Puis les autres signaux, ces signaux-là ici, ce sont des signaux qui sont à l'interne du FPGA. OK? Donc, je vais avoir un input, un output, puis un data enable. Ça, c'est pour contrôler le flux, le flow des données. Puis de l'autre côté, vers la sortie, les données vont circuler sur le même fil. C'est comme si ça me permettait de contrôler le sens du signal. Donc, quand le enable est inactif, mon data I qui rentre dans la boîte va pouvoir sortir vers l'extérieur du chip. Puis si mon enable est actif, excusez, je me suis fourré. Si le enable est actif, j'active la sortie pour écrire le data in vers la sortie. Puis si mon enable est inactif, la donnée pourra être lue en tout temps de toute façon sur le data out. Je vais l'envoyer sur le data out. Donc si vous regardez ici, en tout temps, je prends le IO puis je l'envoie au out, qui est l'autre barre. Puis le data IO, si le enable est actif, je prends le data I, puis je l'envoie sur le IO pour pas écraser un signal. Évidemment, si mon enable n'est pas actif, ben, il faut pas que je sorte un input vers la sortie. Je vais aller au tableau pour dessiner parce qu'il manque quelque chose sur ce dessin, sur ce truc-là. Donc, le dessin de ça, là, ça serait justement ah, j'aurais pas dû effacer ça. Au contraire. C'est exactement ça. Regardez. Ça, c'est mon date I. Ça, c'est mon date out.
Ça ici, on va mettre un autre couleur. Ça se date IO. Puis ça serait date enable. Donc, vous voyez que ici, j'ai mon input. Si le enable est actif, je peux sortir cette valeur-là là. Mais s'il n'est pas actif ici, ça sort pas. Ça devient haute impédance. Ça veut dire que ça veut pas dire qu'il est débranché. Ça veut juste dire qu'il est haute impédance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Le signal ici, là, je peux le faire varier. Il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a rien qui va venir driver le signal. OK? Par contre, ici, il n'y a rien qui m'empêche de toujours lire. C'est pour ça qu'une assignation permanente, dans le code VHDL, c'est une assignation permanente sur le DAT-OUT. Je prends le data IO qui est ici, je l'envoie dans DAT-OUT en permanence. Parce que c'est une lecture. Il n'y a pas de problème. C'est l'output qui est problématique. Donc, je le fais en 2 lignes avec une assignation conditionnelle. Quand le DAT-I va sortir seulement si le data enable est actif, sinon je force à haute impédance. C'est bon? Je reviens au tableau. Je reviens à l'écran. Je vous fais une remarque ici. Le Z est en Z majuscule. Et là, ça, j'ai jamais compris. Si vous mettez pas Z majuscule, ça donne une erreur. En tout cas, ça donnait une erreur avec Xilinx. J'ose espérer que ça a été réglé au niveau de Lattice, mais je sais pas. Moi, j'ai toujours mis un Z majuscule. Pourtant, le code VHDL n'est pas supposé d'être sensible à la casse, mais c'est peut-être une erreur intrinsèque à la librairie, je sais pas. Bref. En théorie, ça devrait pas être le cas. On devrait pouvoir mettre des Z minuscules, mais... Donc, Z majuscule veut dire haute impédance. Donc, le comportement, c'est vraiment... Si on veut le coder, un comportement de tri-state, c'est comme ça qu'on va le coder. Fait que voilà. Puis là, ben, évidemment, dans les notes de cours, je vous donne l'exemple que j'ai fait au tableau. Là. Donc, je peux avoir des connexions sur les bus. Je trouve ça drôle parce que bon, il y a des enable pour vers une lecture. Puis c'est pas vraiment important d'avoir un enable sur une lecture. Par contre, dès qu'on drive deux signaux sur le même bus avec qu'on peut sortir, ben là, ça c'est problématique. Donc ces deux-là ici, là, ils ne pourraient pas être actifs en même temps. En fait, les 4 qui sont ici ne peuvent pas être actifs en même temps, c'est un seul à la fois. On a dans les composantes programmables, les FPGA entre autres, mais pas juste les FPGA, les microcontrôleurs, les FPGA, les processeurs, tous ces composantes-là qui peuvent être branchées sur des bus externes ont habituellement des broches de sortie spécialisées avec des tri-state. Regardez ici, ça c'est directement le composant que vous utilisez, le Mac XO3 de Lattice. Vous avez un buffer d'entrée. La broche est ici. La broche, le fil, là, la broche qui sort, là, en fait, c'est pas un fil, c'est une bille en dessous du chip. Mais peu importe, c'est la broche quand même. On appelle ça une broche pareil. Donc, il y a un buffer pour l'entrée, mais la sortie, regardez, c'est un tri-state buffer, il y a une gâchette dessus. Donc, c'est tout ça pour faire en sorte qu'on puisse brancher, on peut partager un fil sans problème. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de synchroniser pour être capable de se connecter quand on veut, quand on a besoin, puis se déconnecter quand quelqu'un d'autre ou un autre composant a besoin du fil. Donc, toutes les composants, regardez, ça c'est un autre exemple, l'Atmega 328P / Arduino. Hein? Donc, l'Arduino, regardez, ça c'est la fiche technique à la page 59. Si vous regardez la broche, la pin est ici. Je vais zoomer là-dessus. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Excusez. Donc, la broche ici, regardez,
Si je veux me brancher, j'ai un Enable avec une bascule. Donc, le Enable permet de vous brancher dessus. Sinon, hop, j'ai une switch qui me permet de lire l'entrée. Donc, il est fait d'une façon bizarre, mais c'est parce qu'il y a un sleep. Le sleep, ah, c'est ça. Le sleep, ça permet d'avoir il y a une switch analogique ici pour être capable de le déconnecter le plus possible pour consommer le moins possible. Donc, c'est à ça qu'il sert la switch ici. Puis même, il y a la même chose ici. Là, on peut déconnecter l'alimentation pour pas driver de courant dans ma résistance qui est ici de pull-up. Je peux activer la pull-up aussi. Donc, le Three-State Buffer, c'est fait pour partager des broches physiques. C'est pas la seule chose, mais c'est une des choses qui est intéressante. Puis, on peut le faire aussi à l'interne. À l'interne, par exemple, justement, ici, sur le microcontrôleur de l'Arduino, il y a un bus interne. Ben, le bus interne, on vient le partager. Et regardez ce qu'il y a ici. Il y en a un autre, un Three-State Buffer pour venir partager le bus de données à l'interne. C'est pas extérieur, c'est dans le chip. Okay? Visuellement, tu regardes ça et tu vois rien. Mais dans le chip, il l'a pareil. Donc, il faut que vous soyez capable de lire un circuit comme ça un peu. Okay? On a un autre ici, on a un autre ici. Donc, on peut, le RPX, le RRX, puis le RDX, c'est des signaux qui peuvent partager le bus de données. Donc, ils sont jamais actifs en même temps. C'est pas mal certain. Sinon, ça causerait des problèmes. OK. Donc, à quoi ça sert? Adaptation des niveaux de tension, ça peut servir à ça. Ça se peut que l'interne soit des tensions plus basses, puis l'externe soit des tensions plus hautes. Ça permet d'adapter le courant. Bon, des buffers, évidemment, ça sert à ça. Mais ça permet de configurer la broche en sortie ou en entrée, ou les deux. Donc, on peut jouer avec la même broche, on peut jouer avec. On peut ajouter une résistance de pull-up dessus, en activant ou en désactivant le Three-State, ou le MOSFET dans d'autres cas. Possibilité d'ajouter des délais. Donc, on pourrait faire activer des chemins différents puis ajouter des délais dans ces buffers-là. OK? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est tout. Fait que les Three-State Buffers, vous allez voir ça souvent, sans vous en rendre compte peut-être, mais il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça. Je pense qu'avec ça, vous êtes capable de vous démerder. Donc, j'ai même l'exemple en VHDL. Il y a un autre exemple qui pourrait être intéressant, c'est lorsqu'on va avoir des bascules. Donc, je pourrais vous faire l'exemple avec des bascules, il n'y aura pas de problème. Voilà. Tchou tchou.